Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler encore de la situation sociopolitique parce que le pays va mal. Une crise multiforme mine les différents secteurs et pour comprendre la situation, pour essayer d'apporter une solution, nous avons avec nous le professeur Rony Desroches de la société civile et le professeur Fritz Dorvilliers qui est sociologue. Donc nous allons avec eux disséquer l'information, l'actualité pour mieux comprendre, pour mieux agir et apporter des solutions, comme je viens de le dire. Professeur Rony Desroches, bonjour. Bonjour Georges, bonjour professeur Dorvilliers, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Bonjour professeur Dorvilliers. Bonjour Georges, bonjour professeur Desroches, bonjour à tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde. En préparant cette émission, j'avais en tête une façon de commencer, mais il me vient ici et maintenant à l'esprit une question assez naïve. Sommes-nous en quelle année aujourd'hui ? Ouais, nous sommes, il y a quand même une convention sur la datation du monde, donc nous sommes en 2017. Oui, mais 2017 à l'ère de 2012, de 2013. Suivant la politique, la situation sociopolitique aujourd'hui. On peut dire en 2017, à l'heure de 1806, oui. À l'heure de 1867, à l'heure de 1843, à l'heure de 1945-46, c'est-à-dire que l'heure de période tumultueuse, l'heure de revendication, l'heure de crise en quelque sorte, puisque nous sommes un pays, nous sommes une nation qui est en quelque sorte en crise permanente. Nous sommes à l'heure de la crise. Professeur, vous avez l'impression que nous faisons du surplace ? La question était un peu, entre guillemets, bête et naïve, mais elle se pose aujourd'hui. Sommes-nous en quelle année ? Parce que la situation n'a pas évolué en Haïti. Hein, pas si naïve que ça, n'est-ce pas ? Pour moi, nous ne faisons pas du surplace. Pour moi, il y a quand même une certaine évolution de la situation du pays. J'en veux pour preuve l'intérêt que suscite la question du budget aujourd'hui dans notre pays. Nous savons que le budget est un instrument extrêmement important de gouvernance, aussi un instrument aussi de politique publique qui permet de déterminer quelles sont les orientations d'un gouvernement, quels sont ses choix politiques et aussi quelles sont les actions que ce gouvernement va mener. Or, aujourd'hui, pratiquement tous les secteurs s'intéressent à la question du budget. Vous savez, nous autres, au niveau de l'initiative de la société civile, pendant de nombreuses années, nous nous sommes intéressés à cela et nous n'avons pas toujours rencontré beaucoup d'intérêt, même s'il est vrai que nous avons fait beaucoup de formations, n'est-ce pas, un peu partout à travers le pays. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au budget pour voir dans quelle mesure les décisions qui sont prises à travers le budget vont affecter leur situation économique, leur situation sociale, on revendique, etc. Et je vois également comment la population haïtienne réagit, n'est-ce pas, aux questions budgétaires. Par exemple, toutes ces personnes qui vont dans les centres d'identification ou bien à la DGI pour retirer leur timbre, n'est-ce pas, afin de bénéficier de quelques milliers de gourdes, n'est-ce pas, pour l'achat de leur passeport. Ça veut dire que l'Haïtien aujourd'hui réagit par rapport à la question du budget. Pour moi, pour la construction de la démocratie, c'est quand même un progrès, à mon avis, assez significatif. Le regard du sociologue que vous êtes, professeur Dorvilliers, d'aucuns diraient que nous faisons du surplace. Le professeur Rony Desroches a parlé d'évolution quand même.
Oui, mais de toute manière, il y a une petite évolution, mais on voit très bien, de point de vue sociologique, que les revendications sont presque les mêmes. On voit très bien que les conditions de vie de la population n'ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire, on voit aussi que les revendications se font sous des formes on peut dire, de révolte, parce qu'on a connu une période beaucoup plus d'organisation, de structuration des revendications, notamment la période fin des années 70 et puis la période post-86, c'est-à-dire qu'on a eu un ensemble d'organisations de la société civile qui se sont lancées en quelque sorte dans un mouvement social. Donc ils avaient un but, des objectifs précis, discutés, concertés et une forme de mobilisation bien spécifique. Le fait est qu'on voit depuis bien avant ces formes-là, c'est qu'on se révolte, on prend la rue, on gagne les rues. Le fait est qu'il n'y a pas que la manifestation n'est pas la seule forme de manifestation, de revendication, de mécontentement d'une population. On voit très bien qu'on n'arrive pas encore à dépasser ce stade-là. C'est que, bon, le professeur Desroches a parlé de la conscience, de la conscientisation de la population par rapport notamment au budget, mais on l'a vu aussi en 1867, des revendications des paysans, on l'a vu aussi en 1843, bien avant, le manifeste de Praslin, on l'a vu en 1986, ces revendications pour un changement, non seulement le changement d'État, de la forme de l'État, de la nature de l'État, mais aussi pour un changement économique, en termes d'intégration économique. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate même un recul du point de vue économique dans le pays. Si on voit que, parce que de 1971 à 2012-2013, la croissance économique a été à environ 0,7%. Or, on a connu une décennie glorieuse, la décennie 1970, boostée par une croissance boostée par les entreprises de sous-traitance et par l'industrie touristique. Depuis lors, depuis la fin des années 70, on n'a presque plus de croissance économique dans ce pays. Chaque point de croissance qu'on a dans ce pays, ce point-là, est mangé et par la croissance démographique. Donc il y a un recul. Certes, la population est conscientisée, mais le fait est que c'est une conscientisation un petit peu problématique, notamment par rapport au budget, parce que tout simplement, la population prend conscience, certes, mais la population en même temps, se laisse en quelque sorte manipuler. Entre guillemets. Quand on dit la population, ce ne sont pas seulement les gens qui manifestent dans les rues. Il y a plusieurs catégories de gens dans le pays, il y a plusieurs villes, il y a plusieurs régions. On ne voit pas trop cette manifestation-là. Or, la question budgétaire est une question très importante, mais c'est sous quelle forme on interroge les pouvoirs publics sur le budget. C'est que, est-ce qu'on se laisse mener par le bout du nez, par des pratiques, par des politiciens? C'est ça qui pose problème. On peut se questionner, parce que quand même, payer des impôts est un acte civique. C'est un devoir civique du citoyen en quelque sorte. Le citoyen peut aussi refuser de payer des impôts s'il trouve que ces impôts sont injustes. La désobéissance civile. C'est une forme de désobéissance. Le mot est très fort, le mot de désobéissance civile est très fort, mais le fait est que chaque citoyen a le droit de questionner les impôts que l'État met en place. Mais on ne peut pas refuser de payer. Il faut voir sous quelle forme on fait ça et pourquoi. Le fait est que cette conscientisation devrait aussi impliquer un questionnement. Le questionnement, pourquoi on paye? C'est ça, c'est la question fondamentale. Donc on dirait pour avoir des services. Exactement. La question fondamentale, ce n'est pas de se révolter. Ce ne serait pas de se révolter parce qu'on doit payer 500 gourdes par an pour un permis de conduire. Ce n'est pas le fait de payer 6 000 gourdes seulement pour un passeport. Mais si on paye ça, qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Moi, je crois que le citoyen doit être vigilant, évidemment. Le citoyen doit surveiller, parce qu'on est à une époque, ce qu'on appelle, comme un grand sociologue, politologue, Pierre Rosanvallon appelle ça, la démocratie de surveillance. Le peuple surveille, mais il faut que cette surveillance-là ne soit pas manipulée, que ce soit une surveillance réflexive. On se met ensemble.
les organisations de Cité Soleil, de Jean Hamel, de Bellefontaine, les gens se mettent ensemble et ils font des réunions, ils réfléchissent sur le budget, ils font des propositions. Ils disent non à l'État, nous ne voulons pas de ce tempo-là, nous ne voulons pas de cette taxe-là. Voilà pourquoi nous ne voulons pas cela, parce que tout simplement, nous sommes à peu près 6,3 millions d'individus dans ce pays qui vivent dans la pauvreté. Il y a à peu près 2,3 millions d'individus dans ce pays qui n'arrivent pas à satisfaire même leurs besoins primaires. C'est-à-dire que la population ne travaille pas, le taux de chômage ouvert frise presque 70% dans ce pays. Et l'enquête sur l'emploi qu'on a réalisée, ça date de 2007. L'État n'arrive même pas à savoir combien de population se trouve en situation de chômage fermé ou de chômage ouvert. L'État ne peut même pas contrôler, réguler, avoir une idée claire sur cet avoir de programmer des activités de changement. Donc tout ceci reflète la faiblesse de l'État. La faiblesse de l'État. Professeur, vous êtes en quelque sorte un acteur parce que plus d'une fois, vous avez participé à des discussions haïtiano-haïtiennes pour essayer de dégager une voie, une entente, un compromis, tout ça. Qu'est-ce qui explique que nos périodes de tranquillité soient si courtes? Par exemple, on a vu, avec l'arrivée de Jovenel Moïse au pouvoir, jusqu'à 4 mois, 5 mois, le président avait devant lui un boulevard pour répéter certains. Et puis, brusquement, on est tombé dans la crise. Comment expliquer ces courtes périodes de tranquillité en Haïti? Bon, je crois que l'une des raisons, n'est-ce pas, de ces périodes de troubles répétés qui reviennent de temps à autre, c'est parce que nous n'avons pas véritablement une culture démocratique dans ce pays. Ou du moins, la culture démocratique ne s'est pas encore véritablement installée dans ce pays. Or, nous avons opté, depuis 1987, pour un régime démocratique. Or, pour pouvoir vivre en démocratie, il faut qu'il y ait une culture démocratique. Jusqu'à présent, on peut dire qu'il y a encore chez nous une certaine tendance, n'est-ce pas, à l'insurrection. C'est-à-dire, quand on est mécontent, n'est-ce pas, d'un gouvernement, on veut bousculer le gouvernement, on va dans la rue, etc. Il y a, il faut dire, une très grande faiblesse de nos partis politiques. Je crois que le professeur d'Orvilliers a signalé un certain nombre de difficultés que nous avons sur le plan politique aujourd'hui. Ceci tient d'une part à ce manque de culture démocratique, mais de l'autre aussi à la faiblesse de nos partis politiques. D'une part parce que il faut dire qu'il y a un manque d'articulation entre société civile et partis politiques. Vous verrez que la plupart de nos professionnels ne s'engagent pas dans les partis politiques. De notre côté, les leaders des partis politiques, ils ne font pas de recrutement ouvert, n'est-ce pas, pour essayer d'attirer des jeunes, des femmes, enfin des professionnels dans leur parti politique. Souvent, c'est par cooptation, n'est-ce pas, recherche des amis, etc. Nous avons eu, par exemple, une prolifération de partis politiques, alors que dans tous les pays, après une période de dictature, eh bien, vous avez plutôt un mouvement de réduction du nombre de partis. Aujourd'hui, on aurait souhaité avoir 3, 4 ou 5 grands partis politiques. Ce n'est pas le cas. Dernièrement, nous avons eu jusqu'à 58 candidats à la présidence. On a près de 200 partis politiques qui sont enregistrés, etc. Faiblesse des partis, manque d'articulation entre, n'est-ce pas, disons la société civile et les partis politiques. Et l'autre chose aussi qu'il faut signaler, ça aussi c'est à cause de ce manque de culture démocratique, nous n'acceptons pas l'alternance. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement aujourd'hui. On peut dire que le gouvernement qui est là aujourd'hui est assimilé par beaucoup de gens comme un gouvernement plutôt de droite, n'est-ce pas, à la suite, n'est-ce pas, du gouvernement de Martelly. Et vous avez eu pendant très longtemps, avec tout le régime Lavalas, etc., un gouvernement qui semblerait plutôt un gouvernement de gauche, même si certains le refusent, n'est-ce pas, ce qualificatif.
quand le président Martelly est arrivé au pouvoir, les gens étaient désarçonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'un chanteur arrive au pouvoir et ils n'arrivaient pas à l'identifier. Donc cette opposition ne s'est pas véritablement organisée pour le contrer, à part une ou deux personnalités. Mais aujourd'hui, je crois que depuis les élections d'ailleurs, ce que j'appellerais, n'est-ce pas, cette gauche populiste, c'est organisé d'abord pour lui barrer la route, n'est-ce pas, pour empêcher que les élections réussissent, etc., etc. Et aujourd'hui, on ne lui a même pas donné une période de grâce et déjà on est dans la rue, insurrection, etc. Donc ce manque de culture démocratique, ce manque d'articulation, ce refus de l'alternance, parce qu'aujourd'hui, ce qui aurait été normal, ce serait que les partis qui sont dans la rue aujourd'hui, etc., eh bien, ce serait qu'ils se consolident, qu'ils développent des programmes, des politiques publiques, qu'ils participent à la vie nationale, qu'ils critiquent ce qui est en train de se passer. Je peux vous dire, j'étais au Sénat, n'est-ce pas, invité par la commission Finances et économie, n'est-ce pas, pour discuter du budget, mais je sentais que les deux sénateurs de l'opposition qui étaient là n'étaient même pas intéressés véritablement à rechercher un compromis avec peut-être le budget qui était présent, n'est-ce pas, pour dire, bon, on va essayer de modifier ceci. Ce qui les intéressait, c'était de dénoncer, de mobiliser contre, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment encore cette culture d'une opposition parlementaire, d'une opposition démocratique. Alors, souffrez, professeur, que je pose une autre question au professeur Ronnie Desroches qui doit nous laisser. La seconde partie de l'émission, je le ferai uniquement totalement avec vous. Professeur, on a longuement parlé du budget, les gens connaissent, je suppose, en tout cas, les bons côtés, les irritants qu'il y a dans le budget. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si le président de la République avait usé ses prérogatives, ses droits d'objection, il aurait pu rasséréner un peu? Aujourd'hui, il n'y aurait pas des grèves, des manifestations à répétition. Bon, ça aurait pu jouer, n'est-ce pas, mais rien de tout à fait sûr, parce qu'il faut se rendre compte qu'au-delà de la question du budget, il y a toute une équipe, surtout politique. Il y a des intérêts politiques. Il y a des intérêts politiques, des gens qui veulent absolument découdre avec ce gouvernement, tout chambarder pour le remplacer, etc. En plus de cela, il y a peut-être aussi des intérêts économiques derrière tout ça, parce que ça se finance une manifestation, et avec la violence de ces manifestations, il y a certainement des intérêts financiers derrière tout ça, à côté, si vous voulez, du mécontentement, de la grogne, n'est-ce pas, d'une bonne partie de la population qui ne veut pas, n'est-ce pas, être encore victime d'un tel budget. Mais je crois que le président Martelly le président Moïse, il a aujourd'hui encore la possibilité, à mon sens, de se racheter. Parce que il me semble que ce qu'il devrait faire aujourd'hui, c'est lancer tout de suite un processus vers un budget rectificatif. Et ceci avec un dialogue national très sérieux sur des questions très importantes. Par exemple, la question de la fiscalité. Eh bien, c'est une question extrêmement importante. Vous verrez que dans tous les pays développés, quand il y a une campagne électorale, la question de la fiscalité est au cœur du débat politique. Celui-ci dit « je vais baisser les impôts », celui-là dit « je vais augmenter les impôts », je vais baisser les impôts peut-être pour la classe moyenne ou bien pour la classe UP, etc., etc. Chez nous, on n'a jamais abordé ce problème de la fiscalité. Tous les gouvernements qui viennent, ils se contentent de répéter ce qui avait été fait par les autres gouvernements, parfois avec une sorte de paresse intellectuelle, paresse politique, etc. Et aujourd'hui, je crois que ce serait l'occasion, dans le processus de refaire le budget, pour un budget rectificatif. Aujourd'hui, on a un budget depuis le 1er octobre, etc. Le gouvernement a, si vous voulez,
la possibilité de dépenser légalement. OK? Mais maintenant, on peut s'atteler à faire un budget rectificatif. Mais nous ne sommes pas encore dans le temps de rectifier quand même. Ah si, pourquoi pas? Parce qu'il y a eu toutes ces... Est-ce qu'il n'y a pas un délai, je ne sais pas, légalement ou quoi? À ma connaissance, il n'y a pas de délai. S'il y a un problème quelconque, imaginons que par exemple, il y aurait eu une catastrophe naturelle qui obligerait, n'est-ce pas, d'utiliser des fonds pour l'urgence, on serait en droit... Enfin bon, on peut prendre, n'est-ce pas, la loi d'urgence, tout ce que vous voulez, mais on doit faire quand même des ajustements. Alors, je dirais qu'un débat sérieux sur la fiscalité, par exemple, vous avez la question, n'est-ce pas, des impôts indirects. Tous les économistes vous disent que les impôts indirects pénalisent surtout les classes défavorisées. Or, c'est là-dessus que nos gouvernements, si vous voulez, tablent pour avoir leurs recettes, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même des possibilités, qui auraient dû contribuer, n'est-ce pas, au budget, qui ne contribuent pas. Prenons toute la classe des professionnels, que ce soit des médecins, que ce soit des agronomes, des ingénieurs, des avocats, etc. Eh bien, souvent, ces gens, ils échappent un petit peu. On a des exemples très célèbres qu'on pourrait donner. Au contrôle de l'État? Oui, certainement. Et au contrôle de l'État, eh bien, je pense qu'ils ont aussi leur contribution à apporter, n'est-ce pas, pour le bien-être de la collectivité. Je pense que toute cette question concernant les collectivités territoriales, la Constitution le dit très clairement, et les finances publiques doivent être décentralisées. Or, jusqu'à présent, le gouvernement central refuse de le faire. Et c'est l'une des réclamations de, n'est-ce pas, nos magistrats, des maires, etc., des mairies, de décentraliser pour qu'ils aient la possibilité... L'autonomie, qu'ils aient la possibilité, n'est-ce pas, de planifier leur budget, etc., qu'ils ne soient pas dépendants du ministère de l'Intérieur selon qu'ils soient pro-gouvernemental ou contre, ils obtiennent ou ils n'obtiennent pas. Donc, on veut sortir de tout cela. Donc, pour moi, ce serait un débat absolument utile à avoir pour revoir le budget. Et on aurait pu prendre des mesures à court terme, n'est-ce pas, pour refaire le budget rapidement, et prévoir des mesures à long terme pour le prochain budget, n'est-ce pas? Mais c'est un débat essentiel. Professeur, vous ajoutez quelque chose? Avant de revenir à la question sur le budget, je dirais, vous avez posé une question très importante sur les périodes les courtes périodes de tranquillité qu'on a. Mais on ne peut pas comprendre cela sans examiner la relation entre l'économique et le politique. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un pays de rareté. L'économie est exsangue, en quelque sorte. Donc, il y a un champ, le champ qui participe à la distribution des richesses, on peut dire, des revenus. Le champ le plus sûr, c'est le champ politique. Nous avons une économie largement informelle. Nous avons la petite branche formelle crée de très peu d'emplois, en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens sont obligés d'aller vers le champ politique. Il y a une compétition en quelque sorte. C'est la seule porte qui n'est pas fermée. C'est la porte la plus entrouverte en quelque sorte. L'autre porte est fermée parce que même à double tour, hein, c'est-à-dire que la porte économique, on ne crée pas de richesse dans ce pays. Or, dans d'autres sociétés, c'est l'économique qui a le dessus en quelque sorte. Or, on voit que en Haïti, c'est le politique, c'est le champ politique parce que tout simplement, c'est l'administration publique qui crée le plus d'emplois dans ce pays. Le secteur privé ne crée pas assez d'emplois. Pour qu'on puisse travailler, on est obligé de travailler avec soi-même. Donc, c'est l'informel, c'est l'auto-emploi. On voit les trottoirs, les rues de Port-au-Prince, de toutes les villes du pays. Donc, à ce moment-là, la concurrence est entre le secteur privé, le secteur économique, le champ économique et le champ politique. On a vu que c'est le champ politique qui l'emporte. À chaque fois que nouveau pouvoir arrive, ce nouveau pouvoir-là est appelé à redistribuer, à distribuer à ses partisans. En quelque sorte, c'est un système de spoil system, en quelque sorte, un système très archaïque qu'on a connu aux États-Unis, notamment. C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir, on est obligé de satisfaire ses partisans. On est arrivé pour cela. La première chose qu'on fait, c'est de satisfaire ses partisans. Or, au fur et à mesure que l'économie se développe, le pays, la nation s'enrichit.
Et ça se transforme, l'administration publique devient quand même quelque chose de dérisoire par rapport au nombre d'emplois créés. Par rapport au budget, il faut dire que sur le budget, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose? Oui, le gouvernement, le président peut faire quelque chose, rapidement. parce que le budget n'est pas coulé dans le marbre, il n'y a pas un temps de rectification. Mais le problème, c'est qu'il faut voir aussi beaucoup plus loin. C'est que le problème, ce n'est pas seulement et simplement un problème budgétaire. Le problème est fondamentalement un problème politique. La grogne sociale est là, la pauvreté n'a pas certes diminué, mais il faut savoir aussi qu'il y a une concurrence politique. La concurrence politique débute déjà 7 mois après l'installation de ce gouvernement-là. Donc, le problème, c'est qu'on n'est pas trop sûr qu'on pourrait gagner la lutte, le combat politique. Est-ce qu'il serait plus facile de gagner la lutte politique par l'insurrection, par un coup d'État? Mais on l'a déjà fait à plusieurs reprises, ça n'a rien apporté. Est-ce que vous seriez en train de nous dire que le budget, c'est une arme que le pouvoir a mis entre les mains de l'opposition? L'opposition a saisi cette arme-là. Je ne sais pas si c'est le pouvoir qui lui a donné l'arme. Le fait est que le pouvoir a péché par quelques maladresses, évidemment. Mais le pouvoir, il faut savoir aussi que dans notre pays, un gouvernement qui prend le pouvoir par des voies démocratiques, par la voie démocratique, les élections, ce gouvernement a un programme. Et comme l'a dit le professeur Desroches, même si le gouvernement n'a pas explicité ses projets, du moins le côté, le sous-programme fiscal qui est très important, mais le fait est que le gouvernement compte sur la fiscalité pour pouvoir accomplir, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Or, si on est dans un combat politique, c'est que l'adversaire va tout faire pour empêcher le pouvoir d'atteindre ses objectifs par le biais de cet instrument de gouvernance, cet instrument financier-là, qu'est le budget. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes au niveau de 3 ou 4 points dans le budget. Le problème sur l'impôt sur le revenu, le problème sur d'autres droits et redevances, évidemment, qui ne sont pas des taxes, qui font problème. Mais il y a d'autres problèmes aussi dans le budget depuis 2012-2013. Moi, j'ai fait un rapport de 49 pages sur le budget 2013-2014. J'étais le consultant du sénateur Privert qui était président de la commission finances et budget du Sénat à l'époque, en 2013-2014. J'ai écrit 49 pages sur le budget. La plupart des problèmes qu'on dénonce aujourd'hui, je les ai déjà dénoncés dans ce papier-là. Parce qu'il y a un ensemble de problèmes beaucoup plus fondamentaux dans le budget, de problèmes se rapportant à la modalité de fabrication de la loi fiscale, de problèmes sur la TCA, d'autres problèmes sur des fonds presque noirs dans le budget, le problème des dépenses. Il y a un ensemble de problèmes fondamentaux. Mais on ne pourrait pas résoudre ces problèmes-là de cette manière-là. On pourrait, comme l'a dit le professeur Desroches, on pourrait résoudre ces problèmes dans un dialogue. Car la fiscalité est importante, c'est parce que l'État dispose de 2 armes, de 2 monopoles, le monopole de la violence légitime et le monopole de la fiscalité. Quand on empêche à l'État d'exercer ce monopole de la fiscalité-là, l'État ne peut que s'effondrer en quelque sorte. Or, si l'État s'effondre par rapport dans le cadre de cette crise-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous pensez que les gens, l'opposition par exemple, si on veut être sérieux, mais si l'opposition prend le pouvoir, l'opposition est appelée à avoir un budget. Vous voyez ce qui s'est passé avec le président Jovenel et son équipe? Quand le président Privert a accepté, a fait pour l'essence en quelque sorte, l'augmentation du prix de l'essence sur le marché national. Mais l'opposition a fait quoi? A dit quoi? Ah, c'est une augmentation criminelle. Vous vous rappelez? Oui. Bon, actuellement, c'est parce que ce n'est pas, ce type de déclaration-là, ce n'est pas digne d'homme d'État, en quelque sorte. Parce qu'on est obligé, on ne produit pas d'essence, on achète de l'essence. Nous sommes dans un monde globalisé. C'est la mondialisation économique. On est obligé de s'adapter. Un battement de l'aile d'un papillon économique à Shanghai, à New York, ça a des répercussions sur Haïti. Il faut qu'un homme d'État le sache. Or, on a dit que c'est une augmentation criminelle. Actuellement, le pouvoir en place est obligé d'avoir un budget ambitieux, évidemment. Il y a d'autres problèmes. On peut les discuter après, mais
L'opposition dit quoi? C'est un budget criminel. Donc, on est dans un pays tout à fait anomique politiquement. Il n'y a pas véritablement d'agissement en tant qu'homme d'État. Il faut que nous soyons des hommes d'État pour poser le problème de la pauvreté, pour poser le problème de la fiscalité, pour avoir un plan véritablement, je ne sais pas, pour 10 ans, pour 25 ans, pour qu'on puisse développer ce pays. Nous allons mettre un terme à la première partie de l'émission, mais professeur, avant que vous ne partiez, une question pour vous. Quelle attitude devraient avoir les acteurs aujourd'hui, opposition, pouvoir? Bon, je l'ai dit en ce qui concerne le pouvoir, je pense que le gouvernement, à mon avis, devrait sérieusement lancer un dialogue sur la question de la fiscalité. Ils ont parlé, n'est-ce pas, des états généraux, le sectoriel. Voilà un secteur, le secteur de la finance publique, n'est-ce pas, où ils devraient engager un dialogue. Un deuxième secteur où ils devraient engager un dialogue immédiatement, c'est le domaine de la décentralisation. Parce que jusqu'à présent, la question de la décentralisation est bloquée. Et je crois que tous les observateurs de la vie nationale seraient d'accord de dire que tant que ce pays n'a pas un minimum de décentralisation, il ne pourra pas se développer. Parce qu'on ne peut pas développer un pays simplement à partir du centre, n'est-ce pas? Et ce sont deux dossiers très... Et non seulement ceci est important pour le développement du pays, mais voilà que les élections indirectes bloquent le processus électoral, n'est-ce pas? On ne sait même pas si le CEP permanent va être, n'est-ce pas, monté, parce qu'il y a comme un blocage à ce niveau. Donc voilà deux dossiers qui devraient être agités immédiatement. Parce que je crois que le président Moïse est à un tournant extrêmement difficile, extrêmement dangereux. Ça peut capoter, mais aussi si il réussit à passer ce tournant, il peut orienter ce pays vers, n'est-ce pas, un certain développement. Mais pour cela, il doit être à l'écoute, il doit se montrer beaucoup plus humble, n'est-ce pas, et, n'est-ce pas, dialoguer avec les autres. Maintenant, en ce qui concerne l'opposition, eh bien, je pense que l'opposition, eh bien, je crois qu'elle devrait un peu s'assagir, accepter qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement en place. Il y aura bientôt des élections. Il y aura bientôt des élections pour le tiers du Sénat. Eh bien, à ce moment-là, que l'opposition se réunisse. Dernièrement, il y a eu une rencontre à l'Arcahaie où différents groupes de l'opposition se sont rencontrés, n'est-ce pas, pour faire un front commun. Eh bien, qu'ils continuent à structurer ce front commun pour prendre peut-être un certain nombre de sièges au niveau du Sénat. À ce moment-là, ça pourrait conforter leur position au Sénat. Ça leur permettrait, en quelque sorte, de ne pas laisser passer un certain nombre de dispositions et d'appliquer leur politique. Et aussi d'engager un dialogue avec le secteur des affaires, avec la société civile pour élaborer des programmes, des politiques publiques. Parce qu'une chose qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas gagner des élections si on n'a pas un minimum de ressources financières. Or, comment pouvez-vous avoir des ressources financières si vous ne dialoguez pas avec ceux qui détiennent le capital ? Pour voir avec eux, n'est-ce pas, quelle politique ils veulent mettre en place. Actuellement, le secteur des affaires, pour prendre le Forum économique par exemple, ils ont préparé un agenda, n'est-ce pas, pour les affaires, qui a des propositions extrêmement intéressantes. Je doute que nous ayons un seul homme politique aujourd'hui qui ait eu, n'est-ce pas, le temps de lire cet agenda pour dire je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais dialoguer avec, n'est-ce pas, le secteur des affaires. Or, ce dialogue est absolument indispensable, ça se fait dans tous les pays. Voilà, merci professeur. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio-Télé Métropole. Nos invités, Ronnie Desroches, professeur, coordonnateur de l'initiative, directeur exécutif de l'initiative de la société civile, et Fritz Dorvilliers, sociologue. Restez branchés, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio-Télé Métropole. On l'avait annoncé, l'un de nos deux invités est parti, mais professeur Dorvilliers est toujours avec nous. On continue à faire le point. On reste dans le budget, professeur. C'est un budget qui est affublé de pas mal de qualificatifs, budget criminel, budget anti-peuple. Où est-ce que vous situez vos qualificatifs vous-même ?
C'est un budget qui est à l'image du pays, mais il n'y a rien de criminel, ça veut dire quoi ça? Mais ça traduit, ces qualificatifs-là traduisent ce que André Corten appelle le mal politique haïtien, c'est-à-dire qu'on est dans des actions de diabolisation de l'autre, de l'adversaire. Ça a été toujours comme ça dans le pays, l'adversaire est toujours le diable. Et on voit maintenant le résultat. L'adversaire n'est pas le diable. Donc le budget criminel, est-ce que le budget va tuer quelqu'un? Sur quelle base? Le budget va tuer quelqu'un parce que tout simplement le passeport coûte 6 000 gourdes, parce que tout simplement on demande que le permis de conduire est à 2 500 gourdes pour 5 ans, donc 500 gourdes par an. Non mais ce n'est pas sérieux tout cela. Bon, le budget a des problèmes beaucoup plus fondamentaux, beaucoup plus sérieux aussi. Je vous ai dit que moi j'ai fait une analyse en 2013-2014 de ce budget-là, parce qu'il y avait à ce moment-là une opposition, il y avait une institution qui fonctionnait, donc le Sénat, il y avait des sénateurs qui s'étaient opposés à ce budget-là, donc le budget n'a jamais été voté en quelque sorte par le Parlement. Donc étant donné qu'il y avait une loi qui donnait la possibilité à l'exécutif de choisir un budget, si le budget voté d'une façon par la Chambre des députés et d'une autre manière par le Sénat, et que le délai du vote arrive à son terme, à ce moment-là, l'exécutif avait le choix. Mais maintenant, étant donné qu'il y a une autre loi, l'exécutif ne peut plus faire cela. Mais le fait est que le budget demeure le budget d'un pays très faible, de pays très pauvres. Vous voyez, 144 milliards de gourdes, c'est pas grand-chose. Vous voyez, les recettes internes, c'est pas grand-chose. Et ce qu'on doit dire aussi, c'est que c'est pas un budget qui est basé sur l'économie nationale, parce que quand même, une bonne partie des recettes internes provient des taxes, en quelque sorte, d'exportation, d'éportation, de la douane. C'est l'AGD, c'est la douane qui donne à peu près... on peut dire, je vous donne le chiffre, donc la GD à peu près 57,92% en termes de recettes. La DGI, c'est 44,08%. Donc quand on est dans un pays où c'est la douane, le budget repose sur des recettes douanières, on voit très bien que c'est une économie très fragile. Donc la production nationale à ce moment-là ne peut pas supporter le budget, parce que tout simplement, s'il n'y a pas de production économique dans le pays, il n'y aurait pas de taxes sur les chiffres d'affaires. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un budget d'un pays très pauvre. C'est pas un budget qui est basé sur une économie où il y a un taux d'emploi élevé. Donc c'est un budget qui est basé sur le chômage de la population. À ce moment-là, le budget ne peut pas être, dans cette perspective-là, un budget criminel. Donc c'est un budget limité. Donc à ce moment-là... irréaliste, comme disent certains économistes. Moi je l'ai dit depuis 2013, le budget haïtien n'a jamais été sincère. Le problème qui se pose, c'est cela. Le problème de la sincérité du budget. Parce qu'il faut le dire aussi, étant donné qu'on est appelé à avoir d'autres budgets, que le pouvoir a à peine 7 mois, il lui reste environ 4 ans encore à passer, à nous diriger, c'est que le budget est réalisé suivant un processus un peu paresseux, comme l'a dit le professeur Desroches. Écoutez, quand vous voyez ce qu'on appelle la programmation, ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique du budget, mais il y a des taux de croissance qui sont fixés, on ne sait pas comment. Le taux est à 1,2%, 2,3%, 2,7%. On se dit, mais sur quelle base le ministère de la Planification et le ministère des Finances ils font ces genres de prévisions-là. C'est-à-dire que ce sont des prévisions le plus souvent farfelues. Autre chose, c'est que ce qu'on appelle les auditions pré-budgétaires, le travail pré-budgétaire, toutes les rencontres qui devraient être faites ne sont pas véritablement faites. Il faut rencontrer des groupes d'intérêt, il faut rencontrer des associations patronales, des syndicats, des associations de paysans, de chômeurs, il faut rencontrer les petits entrepreneurs, il faut rencontrer... aussi les collectivités, les élus locaux, mais ça n'a pas été fait. Donc il fallait démocratiser le débat sur le budget. Il fallait respecter la Constitution en matière d'élaboration du budget. Quand même, il y a ce qu'on appelle une loi cadre, ce que certains l'appellent dans d'autres pays, c'est la constitution financière d'un pays. Donc la loi cadre, sur la base de laquelle est élaboré, exécuté le budget. Mais le fait est que ce n'est pas
toujours respecté. Donc, le budget n'est pas sincère. Il faut voir aussi une autre caractéristique de la non-sincérité du budget, c'est la question de l'assiette fiscale. Les prévisions de recettes. C'est pour cela qu'on a du mal à avoir des lois de règlement, ce qu'on appelle la loi des règlements. Parce que tout simplement, on dit, voilà, cette année, on vise 93 milliards de gourdes, et puis, comme recette, on a 70 milliards de gourdes. C'est parce que tout simplement, les prévisions ne sont pas faites de manière adéquate, de manière scientifique, de manière objective. Donc, il y a beaucoup de problèmes, mais cela ne fait pas pour autant du budget un budget criminel. La question était posée, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit déjà ce qu'on commence à faire. Est-ce qu'on fait ça bien ou pas? C'est là une allusion autre faite question. au mémorandum pris par le ministère de l'économie et des Finances. Oui, il y a ça là aussi, parce que vous avez posé la question au professeur Desroches. Évidemment, on peut avoir un budget rectificatif, mais dans un pays sérieux... Est-ce qu'on est dans le temps? Oui, mais sûr, on peut changer le budget. Si on n'a pas encore appliqué, est-ce qu'on peut rectifier? Mais le fait, ce serait une rectification beaucoup plus politique qu'économique. Parce que la rectification budgétaire... L'application précède la rectification. Logiquement, matériellement, la rectification doit succéder à l'application du budget. Or, le budget n'est pas encore appliqué. Parce que pourquoi on rectifie? On rectifie, c'est par rapport à la marche de la chose, Parfois, financière. Au manque à gagner, au déficit, on voit etc. que la douane, on voit qu'il y a une augmentation des prix des produits sur le marché international. On voit évidemment qu'il y a d'autres problèmes en termes de collecte. Par exemple, on vient de faire passer, par exemple, l'impôt sur le revenu, le taux d'imposition, c'était à 60 000 gourdes, maintenant c'est à 120 000 gourdes. Mais il faut savoir que si on fait cela, c'est qu'on a prévu à peu près 21 milliards de gourdes sur l'impôt sur le revenu. Mais si on fait ça, on ne pourrait pas avoir 21 milliards de gourdes. À ce moment-là, il faut rectifier. Donc c'est une équation. C'est une équation. On rectifie par rapport à la réalité. On ne rectifie pas parce qu'on veut rectifier, parce qu'on vous demande de rectifier. Donc le budget est un instrument prévisionnel de gouvernance économique et financière. Donc on laisse passer quelques temps pour voir la marche de l'administration, pour voir les recettes, etc., etc. Le processus de décaissement pour des projets bien spécifiques, etc., à ce moment-là, on va rectifier. Mais puisqu'on n'est pas un pays normal, à ce moment-là, on ne va pas se comporter de manière normale. On peut rectifier parce que, tout simplement, il y a une crise politique, il y a une bataille politique entre deux adversaires acharné, vindicatif en quelque sorte. À ce moment-là, on va rectifier pour calmer la situation. Mais ce n'est pas parce que l'enjeu... Ça, c'est l'ascendance de la politique. Évidemment, c'est le politique l'emporte toujours sur l'économique dans notre pays. C'est là le mal du développement haïtien. Parce que tout est politique dans ce pays-là. On n'a que la plupart des gens qui s'activent sont des gens politiques. Or, on a besoin de gens économiques dans ce pays. Or, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner satisfaction à ces gens-là. Mais est-ce qu'on va avoir un développement pour autant? Bon, et admettons qu'on enlève ces taxes-là, admettons qu'on enlève ces impôts-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le taux de pauvreté, 6,3 millions de gens qui vivent dans la pauvreté, leur situation va s'améliorer? Est-ce que les 2,3 millions de gens qui n'arrivent même pas à manger tous les jours, est-ce que leur situation va s'améliorer? Or, la plupart de ces gens-là sont taxés. La plupart de ces gens sont taxés sur quoi? Sur la TCA. Parce qu'à chaque fois qu'on achète une banane, qu'on achète une bouteille d'eau, qu'on achète des cartes de recharge téléphonique, on est taxé. La TCA existe. Or, on peut avoir aussi un dialogue, on peut avoir une réflexion, une entente, une conférence, comme on dit, une conférence de consensus sur la fiscalité, notamment sur la TCA. À combien mettre la TCA pour pouvoir, en quelque sorte, faciliter l'investissement. Parce qu'on sait très bien aussi, du point de vue économique, que plus on est pauvre, plus on dépense qu'on a dans l'achat, dans la nourriture, dans la consommation. À ce moment-là, si on baisse la TCA sur certains produits, on peut même éliminer la TCA et remplacer ça par une autre taxe. C'est un dialogue qu'on doit faire du point de vue financier. Mais le débat n'est pas là. Le débat, l'action est à l'insurrection. L'action est dans la rue. L'action est à la politique politicienne. Et c'est tant pis pour notre pays. Professeur, lorsque vous regardez la situation à travers vos lunettes sociologiques, est-ce que vous voyez, comme d'autres sociologues, que notre régime politique aujourd'hui est dépassé?
Bon, le régime politique peut être inadéquat. C'est-à-dire que le régime qu'on a, on a un régime politique bicéphale. C'est-à-dire qu'on a un exécutif à deux têtes. Il y a le Premier ministre, il y a le président, ce qui cause des conflits. Évidemment, quand on ne gère pas ça bien, actuellement, on voit qu'on gère la manière dont le président gère cela, il n'y a pas trop de conflits. Même dans d'autres pays, en France, on voit la manière dont le président Macron gère cela. La personnalité qu'il a choisie pour être Premier ministre, c'est-à-dire qu'effacé, donc il n'est pas un concurrent immédiat, même à moyen terme, donc on peut s'accommoder. Mais le fait est que c'est un régime lourd, un régime très lourd, étant donné la culture politique de la population, étant donné la maturité politique de la population, étant donné aussi, comme je l'ai dit, le rapport très déséquilibré entre l'économique et le politique. Il faudrait peut-être, à travers un amendement constitutionnel, revenir à un régime beaucoup plus un président, c'est pas vice-président ou du moins le président avec un renforcement de la capacité de contrôle du Parlement. Parce que tout simplement, on voit que l'exécutif a de tête, le Premier ministre dépend évidemment du Parlement, mais on ne voit pas véritablement de contrôle. Or, si il y a une balance entre les deux, le président qui est le vrai chef de l'administration publique et le Parlement qui exerce sa fonction de contrôle, ça pourrait améliorer la situation. Mais, je dirais mais, parce que tout simplement, le problème ne réside pas seulement et simplement dans la nature politique de ce régime-là, dans le régime politique. On a un problème d'acteurs politiques, on a un problème de ressources humaines. Ce problème, à tous les niveaux. Ce problème moun que lié. Donc, si on pas résoudre le problème moun, non, ou pas qu'à penser, quel que soit le régime politique au gagnant, il pas qu'à résoudre. Si on pas résoudre le problème à la base, là, le problème matériel, l'infrastructure matérielle, c'est-à-dire que le problème économique, quel que soit le régime au gagnant, l'a posé problème parce qu'il y a toujours une pauvreté, il y a toujours une lutte acharnée, il y a toujours de courtiers politiques, il y a toujours de concurrence exacerbée au niveau du territoire national. Donc, la première chose à faire, quel que soit le régime, c'est d'essayer de mettre en œuvre une dynamique de croissance économique. Il faut enrichir le pays parce que le problème fondamental, le problème principal, c'est la pauvreté. Le problème principal, la pauvreté, évidemment, le chômage. Le chômage notamment des jeunes. Si on ne résout pas ce problème-là, on aura toujours ces périodes d'accalmie très courtes et des périodes de turbulence politique tout à fait sporadiques et régulières, récurrentes. Vous êtes sociologue, vous le connaissez mieux que moi. Il ne suffit pas de diagnostiquer les problèmes, mais apporter des solutions. Aujourd'hui, comment sortir les jeunes du chômage élevé ? Bon, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 modèles économiques. Il faut créer de la richesse. Il faut créer de la richesse dans ce pays. Public-privé, partenariat notamment privé, parce que quand même l'État ne crée pas. L'État met en place un ensemble de conditions pour qu'on puisse créer de la richesse. Mais l'État, dans l'économie actuelle, dans l'économie moderne, l'État ne peut pas continuer à être un acteur économique, un employeur. Tout le monde compte sur l'État pour trouver un job, un travail au niveau de l'administration publique. Ce n'est pas cela. L'État ne peut pas être une firme qui construit des routes. L'État ne peut pas être une firme qui distribue, qui produit de l'électricité, etc., etc. Il doit y avoir des entreprises privées qui font cela et une dynamique. L'État balaie le champ, l'État circonscrit le champ pour que ces entreprises-là puissent mener adéquatement leurs activités et créer de la richesse. Donc, s'il n'y a pas de croissance, on le sait très bien, s'il n'y a pas de croissance économique, donc d'augmentation de la production nationale, il n'y aurait pas d'emploi. C'est un rapport connu en économie, c'est un rapport basique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir nos jeunes désœuvrés du chômage sans cette croissance économique-là. Mais il y a un autre paramètre dans l'équation. Mais on ne peut pas non plus créer de la richesse dans ces conditions-là. On ne peut pas créer de la richesse dans cette condition de turbulence permanente. Parce qu'on le voit très bien, tous les rapports le montrent, les rapports du PNUD, de la Banque mondiale, du FMI, etc. Nous sommes le dernier de la zone Amérique du Nord, Amérique, de la zone Caraïbe, en termes d'investissement direct étranger,
et d'autres problèmes. Nous sommes toujours le dernier. Or, ce n'est pas dans ces conditions-là, avec cette turbulence-là, craser, briser ça, nous pourrons attirer des investissements directs étranges. Vous voyez déjà le montant, je n'ai pas le chiffre en tête, le montant, ça va croissant chaque année. Le montant des investissements directs en République dominicaine. Parce que tout simplement... Et le budget de la République dominicaine, c'est 7 milliards de dollars. Exactement, c'est presque évidemment 8 à 9 fois plus élevé que le nôtre. Donc on n'a pas... C'est quand même... nous sommes une petite bourse comparée à la République dominicaine. Mais le fait est que pour pouvoir y arriver, pour arriver à cette situation-là, ils ont travaillé. La première chose que la République dominicaine a faite, c'est la stabilité politique. Et la stabilité politique qui dérive d'une entente entre les acteurs politiques qui ne crient pas toujours au scandale. Professeur, nous allons mettre un terme à l'émission, mais nous savons que vous êtes consultant. Si vous devriez donner une petite consultation gratuite au président de la République, que lui diriez-vous ? Le président, moi je crois, comme M. Desroches l'a déjà dit, le président gagnerait à être beaucoup plus humble, beaucoup plus conciliant, beaucoup plus à l'écoute. Il gagnerait à prendre beaucoup plus au sérieux ses adversaires, parce que les adversaires sont coriaces dans ce pays. Ils sont prêts à tout, surtout pour discuter la chose, la pomme politique. Donc il gagnerait à être beaucoup plus à l'écoute, à être beaucoup plus... humble et à écouter davantage ses adversaires. Et aussi ses partisans, évidemment. Mais le fait est que le président aussi gagnerait à rester dans la légalité. Ce qui se fait actuellement là, par rapport au mémorandum, par rapport à d'autres, ce n'est pas comme cela que cela se fait. Évidemment, on peut avoir une circulaire, j'en profite pour le dire, parce que ça te concerne aussi, on peut avoir une circulaire. Une circulaire est un acte administratif. La circulaire peut avoir deux objectifs. Un objectif, évidemment, d'explication. Un objectif d'orientation. Mais en aucun cas, une circulaire ne peut abroger une loi. D'autant que toute circulaire dérive d'un cadre légal, soit une loi, soit un décret. Si le président le veut bien, le président peut prendre sur lui. Tout le monde a un ego, évidemment. Le président peut prendre sur lui pour demander dans 1 mois, dans 2 mois, un budget rectificatif. Et, évidemment, le président aussi doit lancer cette dynamique-là sur le dialogue, sur la concertation, ce qu'on appelle des conférences de consensus, ou du moins des états généraux, pour discuter avant tout de la fiscalité et de l'organisation du pays. Sinon, on n'ira nulle part et la crise perdurera et, comme l'a dit Jared Diamond, ce serait le collapse, l'effondrement total. Et on perdra tous. Comme l'a dit l'autre, nous mourrons tous. La même question, une petite consultation gratuite à l'opposition ? L'opposition, ce que je dirais à l'opposition, c'est un peu de responsabilité. Il faut que les leaders de l'opposition soient beaucoup plus responsables et pragmatiques. Et les leaders de l'opposition, cette tendance radicale, doivent savoir qu'ils ne pourraient pas faire un autre Cuba dans la Caraïbe, un autre Vietnam dans la Caraïbe. Nous sommes dans une économie libérale mondiale. Nous ne vivons pas en vase clos. L'opposition, les leaders de l'opposition doivent savoir qu'ils ne pourraient pas diriger ce pays seuls, sans les partenaires techniques et financiers internationaux, sans les grandes institutions supranationales. Et ce n'est pas de cette manière-là qu'ils vont aider à relancer la croissance économique, à travailler, à mettre le pays sur la voie du développement. Parce que ces cris-là effraient. Et quand on est effrayé, quand on est un acteur économique, un investisseur, on ne peut pas investir. Quand on entend des cris, on va tout bouleverser, on va tout chambarder, on va fermer le pays. Ce n'est pas responsable. Le pays n'appartient pas à l'opposition, le pays n'appartient pas au président de la République. Le pays appartient à nous tous. Un groupe d'individus ne peut pas décider de fermer le pays, d'autant que ce groupe-là n'a pas pris cette décision-là, ne dérive pas de consensus. Est-ce qu'on a fait des organisations, des réunions, et on a délibéré, on a dit il faut qu'on ferme la majorité? On arrive à la conclusion qu'il faut fermer le pays? Non. À ce moment-là, ce serait bien dommage. De passer et à ce n'est pas de dialogue. De cette manière. On peut prendre le pouvoir comme cela. On l'a fait en 2004. On l'a fait en 1991 avec le coup d'État. On l'a fait en 2004 avec un autre coup d'État civilo-militaire.
etc. Mais qu'est-ce que ça a donné? Rien. Nous, ouais, ça y est déjà. Nous, tant de ça y est déjà, il n'y a pas jamais poté en rien pour nous. La responsabilité. En politique, il y a ce qu'on appelle une éthique de conviction. Je peux comprendre qu'ils aient une conviction radicale, mais en politique aussi, il y a une éthique de responsabilité parce qu'il y a quand même 12 millions. L'enjeu, c'est que la vie, la bonne vie, de 12 millions d'habitants de ce pays dépend de la responsabilité des hommes politiques haïtiens. Merci, professeur. Merci à vous aussi. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio-Télé Métropole. Restez branchés sur la station pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.